Voilà, on est en direct. Alors, bonjour à toutes et à tous, hein, toutes celles et tous ceux qui vont nous rejoindre. On est dans mon salon, voilà, une fois de plus, on est jeudi pour parler d'éco, de plein d'autres choses, hein, d'éco bien entendu, mais aussi d'emploi, aussi de formation, de social aussi. Avec mon invité du jour, Andrea Brouille. Comment ça va bien, Andrea? Ça va très bien. Bon, c'est gentil d'avoir répondu à mon invitation. Je le souligne quand même parce que, vous savez, hein, je dis souvent Bordeaux, c'est loin. Mais quand même, je dois le reconnaître, hein, je fais acte de contrition. Lors du dernier confinement, j'avais la chance d'avoir Alain Rousset qui avait accepté que je l'interviewe. Là, j'ai Andrea Brouille, vice-présidente du conseil régional. Voilà. Si moi je vais pas à Bordeaux, Bordeaux vient à moi. On se fait mousser comme on peut. Alors, avant de commencer cette émission, merci de me dire si on entend bien mon micro. Sinon, je ne sais pas comment on va faire. On va se débrouiller avec le micro d'Andrea Brouille. Et puis, ça ira bien. Vous connaissez les règles également. Dans cette émission, on discute, on pose des questions, on fait des remarques, mais on n'attaque pas de façon frontale, on ne critique pas pour critiquer, parce qu'une fois de plus, je le répète, ici on est dans mon salon et c'est moi qui commande. Donc si vous faites quelque chose qui n'est pas sympa, hop, je vous fais dégager. Voilà, allez, on va commencer, Andrea Brouille. Donc vous êtes vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. En charge du budget. C'est ça. Vous êtes maire de Bessines. Oui. D'accord, on voit effectivement que vos semaines sont remplies. Moi, je voulais savoir si c'était ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite. Ah non, alors du coup pas du tout. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, je voulais être commissaire de police. Commissaire de police. Parce que j'aimais beaucoup enquêter, les chasses au trésor, découvrir tout ce qui était un peu justice quand même, rendre la justice. Voilà. D'accord. Bon, mais vous en êtes quand même un peu loin, hein. Très je très remarque loin. que vous en êtes loin. Par contre, comment on en arrive de ça, de vouloir être enquêteur ou policier à maire et vice-présidente du conseil régional? Expliquez-moi un peu ce cheminement. Alors j'ai une petite idée parce que je vais vous dire, quand j'ai préparé bien sûr un petit peu, puis je dis vous connaissez Andrea Brouille, mais on me dit mais Brouille, où ça là-bas sur Bessines? Mais je dis oui, sur Bessines, mais non, mon vieux, mon pote, tu connais le père Brouille. Et elle me dit, mais elle a connu ça toute sa vie. C'est ça. J'ai été élevée au biberon, en tout cas de l'engagement de par papa, donc Bernard Brouille qui était maire de Bessines. Mais justement, du coup, c'était quelque chose que moi, jamais, fille de mon papa, je voulais partir, avoir ma vie indépendante. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai fait des études de commerce, donc rien à voir avec commissaire de police, ni droit, ni quel que soit. Et puis j'ai fait un IUT Tech Deco à Limoges et à l'époque Michelin venait détecter des stagiaires. J'ai été détectée et à la fin de mon DUT ils m'ont dit mademoiselle Brouille, si vous voulez, vous êtes embauchée chez Michelin. Et je suis partie tout de suite à Clermont-Ferrand. J'ai fait Bordeaux, j'ai fait Nantes, j'ai fait Montpellier. Et puis après, la vie a fait que je suis revenue sur Bessines pour un autre, je dirais, un autre objectif professionnel. Et en revenant à Bessines, j'ai dit tiens, je m'engagerais bien dans le conseil municipal qui à l'époque c'était la première adjointe de papa qui partait puisque mon père arrêtait. Et c'était à l'époque où on rayait, vous savez encore, les listes. Et la première adjointe n'est pas sortie. Donc on a concerté toute l'équipe et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait en fait. Et je suis partie comme ça, maire de Bessines, parce qu'en même temps j'avais aussi l'envie de faire continuer ce que mon père avait fait. Et puis le collectif qu'on avait créé pendant cette campagne, je voulais pas décevoir. Et c'est arrivé comme ça, et puis de fil en aiguille. On m'a proposé, à l'époque, c'était Jean-Paul Denanot, de venir sur sa liste. Et puis voilà, engagement par engagement,
En fait, j'y suis restée et tant que je peux défendre en tout cas ce que je crois et surtout les personnes en tout cas et tout un territoire, c'est ce qui m'anime en fait le plus. Bonjour Sylvia, bonjour Jean-Marie, bonjour Agir Haute-Vienne. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Parce que pour rien vous cacher, on a eu un problème tout à l'heure avec le micro. Donc merci de me faire un petit retour. Je sais qu'on entend bien Andrea Perrier. Moi je suis moyennement sûr. Ok, donc vous l'avez bien dit d'ailleurs, vous avez bien fait attention en le disant. Ce qui vous anime, c'est l'engagement. C'est pas la politique pour la politique, hein, c'est travailler pour la collectivité, la politique au sens vie de la cité. Maire de Bessines, un travail, j'imagine, pendant le même temps, et puis le conseil régional, et vous vous retrouvez au budget. Alors, je le disais tout à l'heure, on m'entend moyen, alors je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, on va essayer de faire le truc. Ok, dites-moi si... Là, on m'entend ou on m'entend pas? Là, c'est quand même un souci. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Vous êtes vice-présidente chargée du budget. Est-ce que c'est parce que vous avez des aptitudes particulières aux mathématiques, à la comptabilité? Non. Alors oui, j'ai quand même une appétence pour les chiffres parce que je crois qu'il en faut. Mais non, j'ai appris vraiment... aussi à travers ma délégation et avec des services qui m'ont accompagnée pour mener à bien cette mission qu'on m'a confiée. Très bien. Allez, on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter, parce que d'ici, c'est un peu loin, j'ai l'habitude de le dire, c'est quoi le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine? Par exemple, en termes de budget, ça représente quoi? Alors, en termes de budget, c'est un budget qui s'élève à 3,2 milliards d'euros. Avec une enveloppe qu'on appelle d'investissement de 900 millions d'euros. Et puis après, les 2 milliards, c'est toutes nos compétences, c'est les transports, donc les cars, le transport scolaire, routier, les trains du quotidien, c'est aussi la formation, c'est les lycées, en fait tout ce qui fait la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une énorme machine. C'est une énorme machine. Alors, quand la crise est apparue, bien évidemment, on a mis un peu en exergue les actions de l'État. La région n'a pas été en reste. Vous êtes intervenu très rapidement sur un certain nombre de domaines. Quelles ont été les premières mesures qui vous a semblé nécessaire de prendre? Alors les premières mesures, elles ont été aussi à côté de l'État sur leur fonds national. Bien sûr, les régions ont abondé ce fonds national, mais après, très vite, se sont vues des problématiques plus particulières à la nouvelle aussi Aquitaine, mais j'imagine aussi nationale, des fonds d'urgence très spécifiques sur le maintien de la trésorerie de nos entreprises et des associations quand elles sont employeuses. Donc ça a été tout de suite aussi un fonds dédié pour qu'elles maintiennent cette trésorerie. Ça a été à peu près, je dirais, 50%, la cible, ça a été 50% de toutes petites entreprises qui ont été plutôt aidées pendant ce premier fonds d'urgence. Ouais. Quand on est... quelqu'un comme moi, simple, d'ici, on regarde un peu, moi je ne vous cache pas que tous les jours, je me dis, mais d'où sort tout cet argent? Oui, non mais c'est vrai, alors c'est super parce que on met aucune entreprise, on essaie de maintenir la vie des entreprises, et on se dit, mais c'est des faux, ils fabriquent de l'argent, d'où vient cet argent? Pour que les gens puissent comprendre, comme ça, une région comme la Nouvelle-Aquitaine, comment on fait pour trouver d'un seul coup cet argent pour aider les entreprises? Comment on fait? En fait, on part de notre budget que l'on a annuellement et on réoriente des dispositifs parce que du coup, on a pu voir qu'avec ce confinement, par exemple, tous les dispositifs vers l'international, vers Erasmus pour les étudiants, n'ont pas été dépensés. L'aide au permis B, par exemple, non plus. Beaucoup d'activités ou de nos dispositifs n'ont pas été, comme on dit, consommés au niveau financier. Et donc, nous avons fait la tâche tout de suite de dire cet argent, on va le positionner tout de suite pour répondre en urgence à ceux qui en ont besoin pendant cette crise. Donc ça veut dire que
toutes les interventions de crise sont faites à budget constant. Enfin, c'est ça. Le même budget, il n'y a pas plus, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de choses comme ça. Non, pour l'instant, ça a été fait sur un budget constant, sachant que les collectivités telles que la région, en tout cas la région Nouvelle-Aquitaine, ne prélèvent pas d'impôts. D'accord. Les entreprises, première cible, quels sont les retours que vous avez aujourd'hui par rapport à la situation des entreprises en Nouvelle-Aquitaine? Alors, elle est assez paradoxale parce que du coup, il y a des entreprises effectivement qui souffrent et qui souffrent encore, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup de projets d'investissement pour... Allez-y, hein, je suis en train de... Je vois bien. Je vous écoute. Qui rebondissent et du coup qui investissent sur de nouveaux marchés, sur une façon de commercialiser leurs produits. En fait, il y a toute une frange d'entreprises qui regorge, mais comme d'habitude, hein, beaucoup d'idées. Et là, elles le mettent en place plus facilement avec des fonds aussi qu'on accompagne. Alors Pierre Massy, là, qui était à votre place, là, président de la CCI, nous disait qu'il y a vraiment plusieurs types de catégories, mais deux choses très marquantes. Il y a à la fois des entreprises qui sont en grande difficulté, C'est ça. et puis des entreprises qui, elles, eh bien, ont pris appui sur la crise, je dirais, pour développer de nouvelles choses, de nouveaux produits. Voilà, ce sont des choses que vous constatez aussi, j'imagine. Oui, il y a alors tout ce qui est tourisme est en grande difficulté, l'hôtellerie, la restauration. Vous allez avoir aussi toute l'industrie agroalimentaire qui est aussi en difficulté, voilà. Et puis d'autres, qui surfent un petit peu sur cette vague et qui s'en sortent plutôt bien et qui font effectivement des nouveaux parts de marché mais qui malgré tout investissent encore plus sur l'avenir ou sur les salariés en formation, en termes de formation, de reconversion et toutes ces choses-là. On va voir un peu plus dans le détail tout ce que vous avez mis en place, mais je reçois différents responsables chaque semaine et effectivement l'enjeu aujourd'hui il est double, c'est-à-dire à la fois gérer l'immédiat, gérer l'urgence, gérer les difficultés et être déjà se projeter sur une sortie de crise, on ne sait pas laquelle. Quelle est la position de la région par rapport à ça? Je crois que vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire c'est répondre à l'urgence, mais en même temps en donnant les moyens de continuer notre objectif, que les entreprises, les associations continuent à investir sur l'avenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les fonds d'urgence que nous avons mis, en tout cas sur le soutien à l'économie, dès mars, je dirais mars ou avril, allez 2020, le temps qu'on le vote en séance plénière, c'est 90 millions d'euros qui ont été ciblés pour le soutien à l'économie. Il y a 30 millions qui ont été faits plus en accompagnement, en complémentarité du Fonds national de l'État. On a eu 30 millions, où je vous disais plus, dédiés aux entreprises et aux associations pour maintenir leur trésorerie. Mais il y a eu aussi 15 millions de fonds d'investissement plus spécialisés pour les toutes petites entreprises et les associations qui avaient décidé déjà avant la crise d'investir, ou alors pour reprendre leur activité pendant la crise sanitaire avec des protocoles sanitaires très particuliers qui changeaient aussi leur façon de voir les choses. Et donc, on les a accompagnés à investir. Très bien, très bien. Oui, toutes ces mécaniques-là, on ne les connaît pas forcément. Alors, moi, je vois bien que vous ne m'entendez pas très bien. J'espère que vous entendez bien, Madame Perrier. Brouille, Madame Perrier. C'était hier. C'était la semaine dernière. Mais on est d'accord. C'était Andrea. C'était Andrea Perrier. Là, c'est Andrea Brouille. Ça n'a rien à voir avec l'autisme. Là, on est sur la région. Donc, dites-moi surtout si vous l'entendez bien. Bien, on a vu un petit peu une partie des actions en direction de l'économie. J'avais hier dans ce fauteuil Paul Torrent, qui est le directeur de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Les jeunes sont directement impactés par cette crise et le conseil régional, là aussi, s'est penché sur leur situation, notamment avec le dispositif Passerelle vers l'emploi. Oui, tout à fait. Passerelle vers l'emploi, c'était un des dispositifs donc qui a été mis en place comme sur l'insertion des jeunes et la formation. Alors Passerelle
pour l'emploi, ça cible les jeunes diplômés de lycées professionnels qui ont soit obtenu leur BEP ou leur bac pro et qui arrivent malgré tout dans un milieu, un marché du travail assez fermé aujourd'hui. Donc on a imaginé une formation complémentaire pour toujours développer leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être, pour leur donner toutes, je dirais, toutes les billes, si vous me permettez l'expression, pour rentrer dans le marché du travail avec un peu plus d'assurance, sans avoir perdu un petit peu confiance en eux. Et c'est un accompagnement gratuit et qui est rémunéré. En fonction de l'âge, bien sûr, du diplôme. Et ça permet effectivement de ne pas rester avec un diplôme à la maison et de se dire oh là là, j'ai pas beaucoup de perspectives, en tout cas, sur mon avenir. Il y a une réalité aussi aujourd'hui qui est la difficulté de trouver des stages, aussi bien pour des étudiants que pour des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a un moyen d'envisager quelque chose pour accompagner Alors on a mis beaucoup sur des plateformes, en tout cas des liens. On a mis en relation, moi, toutes les étudiants ou tous ceux que j'ai pu croiser en essayant avec nos connaissances d'entreprise, avec les connaissances, avec toutes nos connaissances, essayer de faire des passerelles. On a ouvert aussi pour tout ce qui était en lycée hôtelier, la possibilité de venir faire des stages dans nos restaurations de cantine. Alors c'est vrai que c'est pas la même peut-être restauration qu'ils désirent faire plus tard, mais en tout cas ça les maintient, ça maintient. Et puis un chef cuisinier reste un chef cuisinier, donc il y a quand même il y a quand même l'ambiance. Là, vous avez porté également une attention toute particulière à la formation et au recrutement dans le secteur de la santé, le personnel du secteur de la santé, du médico-social et de l'aide à la personne. Alors quand j'ai vu ça, bien sûr, on a préparé un peu l'émission, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quoi l'objectif, à qui ça s'adresse déjà et on prépare déjà demain ou c'est quoi? Parce que le personnel dont on a besoin, c'est aujourd'hui. Oui, alors c'est aujourd'hui, mais en même temps on essaye d'accélérer. En fait, on a ouvert 1800 places de formation supplémentaires. On en a 20 000 en Nouvelle-Aquitaine. On en a ouvert 1800 pour accélérer effectivement cette formation. Alors c'est des infirmiers, comme vous l'avez dit, des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs et spécialisés. Tout ça pour effectivement préparer aussi l'avenir, mais l'avenir proche. Donc ça, c'est intéressant, si ce n'est que, on le voit, infirmier, ça commence à devenir compliqué. Les métiers du médico-social, c'est des métiers où les jeunes ou les moins jeunes ont du mal à trouver une certaine attractivité. C'est vrai, c'est peut-être en plus en période de crise où là c'est très dur. On a bien vu, nous, il y a des étudiants qui ont fait leur stage et qui ont participé aussi à ces moments de crise, de tension. Mais en même temps, je crois que c'est des moments où on retrouve des vocations et qu'on a besoin des valeurs et je crois en ça. De toute façon, il en faut, donc effectivement, autant ouvrir la porte et autant mettre les moyens pour les personnes qui le veulent. Ceci dit, effectivement, là aussi j'en discutais avec le directeur de la polyclinique de Limoges. Oui. C'est clair que va sans doute se poser la question de l'attractivité de ces métiers à la sortie de crise, parce que ce sont des gens effectivement qu'on mobilise énormément, le jour, la nuit. Et c'est vrai qu'en période délicate, ça fait remonter peut-être un certain mal-être. C'est sans doute quelque chose sur lequel la société devra se pencher en termes d'attractivité. Les étudiants, je vois une prime exceptionnelle de 150 € pour les étudiants des formations sanitaires et sociales. Là, on est toujours là-dedans. Et mobilisation du fonds social pour une centaine d'apprenants sanitaires et sociaux depuis le mois de septembre. C'est ça, c'était pour accompagner dans cette crise sanitaire les étudiants qui étaient aussi en difficulté. Donc une prime de 150 € leur a été versée. Alors c'était les étudiants bien sûr boursiers, les plus fragiles, et puis le fonds social qui a été mobilisé pour les aider dans leur quotidien, paiement de loyer, alimentation. Beaucoup de
Beaucoup de moyens. Donc je vois, c'est 1828 places de formation. Oui. C'est énorme. Donc ça, c'est réparti sur tout le territoire? C'est réparti sur tout le territoire, sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est 10% supplémentaires, en fait, à peu près, hein, puisqu'on était à 20 000. Ouais, allez. Là, je vais faire voir que je suis pas... Non, mais allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je justifie ma délégation de finances. Non, c'est bien, c'est bien. Ça, c'était pour le côté un petit peu économique, hein, oui. de la gestion de crise. Est-ce que alors bien sûr, on met en place des mesures, notamment la formation. Est-ce que la thématique du chômage est quelque chose vraiment qui questionne déjà, et il y a déjà des gens en train de plancher pour voir ce qu'on pourrait faire quand ça va vraiment se déclencher? Alors, sans être de mauvais augure, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont un peu sous perfusion, l'économie est un peu sous perfusion. Il est évident que, même si ce n'est pas souhaitable, il y a des entreprises qui ne vont pas continuer et qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Oui, tout à fait. Alors, c'est des choses qu'on anticipe, mais qu'on anticipe de par la formation, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, on a un service qui est dédié de 10 agents qui s'appelle le service entreprise en retournement. Alors, ça parle... Entreprise en retournement. Ça, je sais pas qui l'a inventé, mais... Et c'est pas moi. Hein. Je me défausse, mais... Non, en fait, c'est des agents qui vont en contact des entreprises qui ont des difficultés. Alors, soit après, on les accompagne. Je vous donnerai un exemple et ça va vous marquer, puisque c'est aussi sur la commune de Bessines, mais il y en a aussi eu sur la souterraine avec le GMS, Steva pour passer F2J. Et en fait, c'était un accompagnement un petit peu en dentelle, en fait, où soit on met un peu de la formation pour les salariés, soit on fait de la reconversion, ou soit on aide à diversifier leur part de marché pour pouvoir maintenir l'emploi. Et à travers ça, on maintient l'emploi dans les territoires. Et c'est bénéfique pour tout le monde, sur l'aménagement du territoire qu'on parle depuis des années et des années, de ce grand territoire qui est Bessines sur Gartempe. Grand territoire, mais Bessines, tout le monde devrait connaître Bessines. Hein. Pour ceux qui ne sont pas passés à Bessines, c'est quelque chose qui manque. C'est évident, c'est évident. Bonsoir Paul Torrent. Paul, eh bien, écoute, j'espère que tu m'entends. Hein, vraiment. Alors toi, Paul, tu vas pouvoir me dire à la fois si on m'entend et à la fois si on entend Madame Brouille. Paul, tu étais là hier, tu t'occupes des jeunes, la mission locale. Si tu as des choses à dire, des choses à écrire, un témoignage par rapport aux choses qui sont mises en place à l'heure actuelle pour accompagner les jeunes, eh bien, écoute, c'est le moment. Il y a tout ce volet économique, il y a tout le volet, bien évidemment, sanitaire, solidaire de la crise. De façon générale, là aussi, depuis Bordeaux, je vais dire, mais même si effectivement Bordeaux, ça n'est ni plus ni moins que la représentation de l'ensemble des territoires, mais depuis Bordeaux, comment ressent-on un peu les retentissements de cette crise d'un point de vue personnel, d'un point de vue sanitaire? J'imagine que toute la région, alors je reconnais, je ne regarde pas les chiffres sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, mais tous les départements ne sont peut-être pas égaux face à la crise en termes d'épidémie, en termes de... Non, peut-être plus, je dirais, dans le côté rouge, ça va être tout ce qui est la métropolisation, hein, Bordeaux, et puis du coup la Creuse est peut-être un peu plus épargnée, mais voilà, c'est vraiment différent entre chaque département sur la pandémie. Vous avez mis en place un fonds de solidarité famille. Qu'est-ce que c'est que ce fonds de solidarité? Alors, c'est un fonds de solidarité famille. C'est pour les familles qui ont des lycéens. Et c'est pour aider à payer les factures de cantine, les factures d'internat ou d'hébergement et les factures aussi de transport. Ça a été vraiment ciblé sur les familles qui auraient, en tout cas, et parce que du coup, qui sortent un peu des écrans radars, tous ceux qui auraient dû avoir du chômage partiel, des professions libérales qui se retrouvent sans rien en difficulté. Et donc du coup, ça a été vraiment ce soutien-là à ces familles qui, de par la crise sanitaire, ont subi une baisse de rémunération. D'accord. Vous parlez pour aider à payer les cantines et les internats, là c'est réglé quoi. Là,
Hein, malheureusement. Ça va être vite payé. C'est pas joli d'en rire. Mais, non. Là, c'est vrai que c'est plutôt. Alors, je sais, pour avoir une fille au lycée, donc du coup, c'est une semaine à la maison, une semaine au lycée. Donc, c'est vrai que déjà, c'est partagé par deux la facture. Mais oui. Après, même si pendant toute cette crise, et ça, c'est nous sommes battus et continué à avoir ce service public qui était de notre compétence, les transports et l'ouverture des lycées. Donc on a fait des renforts du personnel pour qu'on accueille nos lycéens, nos équipes pédagogiques dans des meilleures conditions et leur garantir en tout cas une protection sanitaire parce que c'était primordial pour nos agents techniques qui sont dans nos lycées. Alors justement, une question qui me vient en tête en vous écoutant, la collectivité, hein, région Nouvelle-Aquitaine est une énorme collectivité. Comment vous avez assuré la continuité des services? C'est le télétravail, facile à mettre en place, très rapidement, tout le monde au point sur les visios, le matériel, parce que c'est pas rien à mettre en place. Alors c'est vrai que c'est pas rien et je crois que c'est aussi la force de la collectivité de la Nouvelle-Aquitaine. On a eu un service informatique qui a tout de suite donné les moyens de visio, des possibilités aux gens de télétravailler, puisqu'il y avait en temps de crise quand c'était ou en confinement, c'était 5 jours de télétravail. Chaque agent a pu télétravailler ou en tout cas et après a la possibilité de venir aussi travailler sur les sites de Poitiers, Limoges ou Bordeaux. Mais c'est une grande machine qui s'est mise en place et c'est vrai que voilà, on reconnaît la force de frappe de la Nouvelle-Aquitaine de pouvoir avoir aménagé tout cela avec aussi des abonnements télétravail. Je parlais de transport puisqu'on a voilà. Ouais, c'est prévu. C'est prévu, pardon. Oh là là, vous savez tout. Et alors, j'en profite pour dire oui, je sais, mon micro ne fonctionne pas très bien, DJ Mario, je le sais. C'est gentil, écoute, je vais parler un peu plus fort, mais l'important c'est pas moi, hein, l'important c'est Madame Brouille. J'en profite pour dire bonjour à Cécile. Bonjour Cécile, c'est gentil de te joindre à nous. Voilà, ce soir tu n'es pas à la mairie, j'imagine, ou alors tu nous regardes depuis la mairie. C'est bien de nous rejoindre, quelqu'un qui, comme vous, est engagé dans la vie publique. Le télétravail, effectivement, force de frappe de la collectivité. Là, un degré supplémentaire, on revient sur la fermeture des écoles. Ça risque de causer pas mal de soucis dans les ménages. Il n'y a rien de... il y a des choses en réflexion à l'heure actuelle, parce que moi, si je vois, dans le cadre de mon travail, par exemple, je vois que tout de suite, ça pose problème, le fait qu'il n'y ait pas d'école, pas forcément de moyens de garder. Le télétravail, c'est une chose, mais télétravail avec les enfants à la maison, c'est quand même autre chose. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors, je sais que là, après, c'est d'autres collectivités, comme les mairies ou les communes, qui aident et qui ont, malgré tout, conservé soit les centres de loisirs ouverts pour les personnels qui n'ont pas la possibilité ou de télétravailler ou qui n'ont pas la possibilité non plus de faire autrement. Donc là, je crois que c'est chaque collectivité territoriale qui trouve des solutions un petit peu pour aider ses familles et aider ses familles. Donc après, la fermeture d'école, c'est vrai que c'est compliqué pour travailler, avoir les enfants. Ouais. Ça interroge beaucoup sur l'après, justement, voir comment on va travailler, parce que beaucoup disent, vous pourriez nous donner votre avis d'ailleurs par rapport à ça, c'est que beaucoup disent qu'on aura changé les façons de faire, d'autres disent que de toute façon on va vite revenir à la normale une fois que ce sera fini. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que sur certaines choses, ça aura modifié, mais que les travers peut-être, ou je sais pas si c'est des travers d'ailleurs, il y a des choses qu'on a besoin. Moi, je sais que la visio m'a permis de peut-être de moins me faire des déplacements sur Bordeaux et d'effectivement d'être plus présente sur mon territoire, mais en même temps, le lien manque. De discuter, il y a des discussions qui se passent au travers d'une porte, dans un couloir, on entend des choses, on se dit ah ben non, et puis on interagit. Toutes les mesures de solidarité que nous avons pu mettre en place, c'est ça, c'est le retour de terrain qu'on avait
pu avoir le ressenti de nos administrés, de ceux qu'on croise, aussi de nos enfants, de notre famille. Et ensemble, quand on se retrouvait, on disait mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et chacun, de par son expertise et ses compétences, amenait des solutions. Ouais, on va voir ce que ça va faire. C'est pas simple. Je vois, j'ai toujours Paul là sous les yeux, qui me disait aussi que, alors la mission locale, hein, ses missions premières, c'est d'amener vers l'emploi, vers la formation. Même s'ils ont un rôle social, aujourd'hui, ils distribuent des repas. C'est ça, avec la banque alimentaire. C'est ça, grâce à eux, on a pu effectivement, parce qu'avec les missions locales, on a un certain partenariat et effectivement, on s'appuie aussi beaucoup sur leur expertise et leur localisation territoriale. Et c'est vrai que nous avons mis en place donc des paniers de premiers, ce qu'on appelle de produits de première nécessité en faveur des étudiants. Et nous sommes passés par les banques alimentaires et les points de distribution sont passés par les missions locales pour pouvoir trouver aussi ces jeunes étudiants, mais pas que. En fait, ces jeunes aussi qui sont un peu sortis du circuit, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais qui sont aussi fragiles et que on appelle parfois qu'on oublie, qu'on ne voit pas, et on voulait aussi aider ces jeunes-là. Ben justement, Paul Torrent le disait très bien hier, alors c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux, lui en était assez content, hein, parce qu'il disait aussi que ça permettait d'établir un lien avec des personnes qu'il ne connaissait pas, qui ne connaissaient pas forcément la mission locale, et effectivement ben, peut-être d'entamer derrière un travail, de récupérer un peu ces personnes qui soit avaient décroché, soit qui sont isolées, disparaissaient des radars. Donc un plan d'aide également pour lutter contre la précarité des étudiants. Ça quand même, alors l'histoire des étudiants, c'est pas forcément une question que je vous adresse à vous. Vous allez bien sûr nous parler du plan pour lutter contre la précarité des étudiants. Mais j'ai l'impression que autant pour les entreprises, les mesures au niveau national qui ont été prises assez facilement et efficacement. Hein. Bien sûr, on peut tout critiquer, mais ça a été assez efficace. On a l'impression que pour ce qui concerne les étudiants, on est plus dans de la réaction que quelque chose qui a été réfléchi. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on n'a pas, quand je dis on, c'est tous, hein, est-ce qu'on a oublié les étudiants? Est-ce qu'on n'a pas pensé aux dégâts que pouvait faire cette crise d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique, puis d'un point de vue de leurs études tout court? J'ai l'impression qu'on est en réaction et pas en véritable prise en charge. Je me trompe peut-être? Non, mais je pense qu'on a toujours foi en notre jeunesse. On se dit, oh, ils sont jeunes, ils vont rebondir, c'est pas très grave. On a une confiance aveugle et on a raison sur cette jeunesse et cette capacité à rebondir. Sauf que je pense que aussi, la précarité étudiante n'existe pas d'aujourd'hui. Elle existe d'avant, elle a été amplifiée par cette crise sanitaire et que c'est effectivement peut-être un sujet qui n'a jamais été bien pris à bras le corps, pas appréhendé, et puis un jeune se débrouille toujours, donc par des petits boulots et puis par des choses un petit peu spécifiques. Il y a une entraide aussi entre les jeunes qui se font et qui se fait assez régulièrement. On va voir. Mais là, c'est pareil, la période des examens arrive. Ça c'est toujours aussi assez compliqué. Déjà, c'est anxiogène, les examens. Et moi, je connais une jeune femme qui est en médecine, en première année de médecine. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer. En fait, vous voyez, la situation, de toute façon, rajoute à l'angoisse. Et je pense effectivement aussi que, mais c'est comme la scolarité, de toute façon, tout court. Je pense qu'il y a un certain nombre d'étudiants pour lesquels ça va être une année blanche, quoi. Parce que c'est une année de manque de repères, une année de... Voilà, on ne sait pas trop où on en est. Ils ont cette anxiété qui a été encore plus avec ces problèmes financiers, tout simples, de transport, d'hébergement, d'alimentation, des choses que ils ont eu aussi cela à gérer pour pas être un poids supplémentaire pour leur famille. Et puis il y a aussi cette... moi je l'ai de mes enfants qui me demandent, mais que va valoir mon diplôme en fait ?
est-ce qu'il aura une valeur? Est-ce que les entreprises vont me dire, ah, vous êtes la promo 2020 ou 2021? C'est toutes ces questions-là et dont j'ai pas les réponses en fait. Non, mais bien sûr, j'aimerais les rassurer comme toute maman, mais bien sûr. Mais c'est vrai, et il y a même, il y a ceux, voilà, et moi je connais aussi des jeunes qui ont fini leur école cette année, et qui étaient prêts à rentrer sur le marché de l'emploi, et qui auraient dû relativement facilement rentrer sur le marché de l'emploi, mais pardon, dans des métiers comme ceux de la communication par exemple, etc. Et là, il n'y a plus rien, ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas se réorienter, parce que ça a complètement changé les possibilités sur le marché de l'emploi. C'est ça, et même dans l'orientation, parce que j'imagine que certains métiers vont faire peur aux parents, et ils vont dire aux enfants, t'es sûr de choisir cette filière plutôt que celle-là? Ça va poser... Il va falloir qu'on digère, il va falloir qu'on digère. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose d'assez... C'est vrai qu'on aurait dit il y a 1 an ou il y a 2 ans, vous allez tous vivre avec un masque, et vous n'irez plus à l'école... On l'aurait pas cru, Plus de soirées étudiantes. C'est clair, plus de soirées étudiantes, plus biser les collègues ou serrer la main des collègues le matin en arrivant. C'est ça. Je sais pas, moi, je m'en remets pas, je vous le dis. Beaucoup de réorientations sont en cours, nous dit Sylvia. Alors Sylvia, elle est sur Poitiers. Sylvia, là, vous avez vu, à Limoges, on a la vice-présidente du conseil régional. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, mais bon, à Poitiers, je sais pas, vous ne les avez pas. C'est ici que ça se passe. C'est moche, ça, monsieur. Oui, mais parce qu'on a l'habitude. Là, vous voyez, Sylvia, elle est là à toutes les émissions. Elle suit, on joue, elle voit mes plantes qui évoluent. Enfin, là, que je bascule. Il y en a une là-bas qui est en train de mourir. Non, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc le plan d'aide pour lutter contre les étudiants, pour lutter contre la précarité des étudiants, puis on va pas lutter contre les étudiants, avec la gratuité des transports. Racontez-moi un petit peu de ça. Oui, on a mis en place effectivement la gratuité des transports sur une mesure assez exceptionnelle, en tout cas jusqu'au 6 juillet, pour les étudiants du domicile jusqu'à leurs études ou du domicile jusqu'au lieu d'examen, puisqu'on s'est rendu compte aussi beaucoup d'étudiants avaient lâché leur logement, se retrouvaient plutôt domiciliés chez leurs parents, et donc du coup c'était aussi un coût qu'il fallait supporter. Donc le président Rousset a mis en place cette mesure exceptionnelle jusqu'au 6 juillet. Alors toujours dans le domaine du transport, la carte solidaire. Oui, c'est 80%, c'était des abonnements pour les gens les plus précaires, je dirais. Là, ça demandeurs d'emploi, personnes isolées, en tout cas qui répondent à des critères établis. Les personnes en situation de handicap, peut-être. Aussi, voilà. Très bien. Et donc, du coup, ont des abonnements avec une réduction de 80%, donc accessible à tous. Bon, je vous rappelle que vous pouvez poser, ce soir je suis un peu seul, hein, vous ne posez pas beaucoup de questions, c'est pas gentil. Oui. Alors sans doute parce que vous m'entendez bien, mais là on est presque au bout. Hein. Donc si vous avez des questions à poser à Madame Brouille, c'est maintenant, hein, ça va pas être dans 2 heures, parce que dans 2 heures elle sera repartie à Bessines ou à Bordeaux, on ne sait pas. Même elle ne sait plus, si vous voulez, quand elle part, si elle repart sur Bordeaux ou sur Bessines. Je rassure les gens de Bessines, elle fait quand même son boulot à Bessines, il n'y a pas de... J'espère que je les ai pas endormis en fait. Mais non, mais c'est pas ça. C'est ça. Il y a un truc qui est... Ah, voilà, Paul. Merci Paul de venir à mon aide. Nous avons un nombre plus important d'inscriptions de jeunes étudiants qui ont dû arrêter leurs études. C'est ça. Perte de job étudiant, études en distanciel. Et oui, il y a ça aussi. C'est ça. Le fait de perdre les jobs étudiants. C'est ça, et c'est une catastrophe. Il y en a qui ont effectivement, comme le dit très bien Paul, arrêté tout simplement leurs études parce que plus de possibilités de se loger, plus de possibilités d'aller vers ce domicile de par la perte de travail qu'ils avaient pour maintenir ou aider leur famille aussi à subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est une réalité, mais qui existe aussi, et c'est pour ça que on a essayé aussi d'agir sur tous ces critères sociaux, culturels, familiaux qui peut rentrer dans le fait qu'un jeune ou pas continue ses études dans l'enseignement supérieur, parce que il est avéré qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un taux inférieur au niveau national sur les bacheliers qui continuent en enseignement supérieur. Alors souvent parce que
c'est loin, parce qu'il y a le coût du transport, parce qu'il y a le logement. Et donc, Gérard Blanchard a travaillé, le vice-président en charge de l'enseignement supérieur, a travaillé sur 2 dispositifs. Un dispositif qui s'appelle Pass Up. Ouais. Et ça, c'est plutôt vers les lycéens de première terminale qui n'ont pas encore défini un projet de poursuite, qui n'ont pas vraiment d'idée. Et là, on les immerge, je sais pas si on dit ça, on les met en situation, on les fait découvrir des universités pour un petit peu leur donner cette appétence et leur donner du sens un petit peu et de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis après, avec nos universités, qui sont au nombre de 6, on essaye de développer de plus en plus, on en a déjà 15 antennes, un petit peu des antennes locales, qu'on appelle des antennes de proximité, pour amener les universités plutôt dans des villes moyennes comme Pau, Angoulême, pour éviter que les étudiants doivent trouver un logement à Bordeaux, parce qu'autant nous, à Limoges, on est privilégiés, parce qu'on dit que c'est la ville la moins chère pour les étudiants. Ça, attention. Et qu'il y fait, il paraît. Augmente, hein. Et ouais. Ça augmente. Ça augmente. On devient prisé. Bientôt, on va être aussi cher qu'à Bordeaux. La partie comme c'est parti, c'est l'escalade. Il faudra venir à Bessines. Voilà, il faudra venir à Bessines. Faut pas le dire au maire de Limoges, hein, sinon il va me tirer les oreilles. Non, mais voilà, il y a tous ces constats qui étaient déjà une réalité, mais qui est accentué effectivement par ce phénomène. Donc il va falloir inventer et peut-être de nouvelles choses et amener de la proximité pour ces étudiants. Ouais. De toute façon, on va mettre un certain temps. Hein. Je pense qu'il va falloir un certain temps avant que les choses reviennent dans une certaine normalité. Alors, je me posais une question, on l'a pas fait ça, mais est-ce que la région a des compétences ou des actions particulières en matière de culture? Parce que, alors, je vais mettre la culture, le tourisme. La région Nouvelle-Aquitaine a énormément d'activités dans ces domaines-là. Quelle est l'approche justement du conseil régional par rapport à ces activités-là? Alors, la culture est aussi un pendant très fort où on a fait des aides ciblées pour la culture sur tout ce qui est cinéma, sur les éditeurs, sur les écrivains, sur tout ce qui a pu être attrait à la culture. Nous avons beaucoup, alors ce qu'on appelle l'économie culturelle en tout cas, un budget assez conséquent sur la Nouvelle-Aquitaine en direction de la culture parce que c'est aussi dans l'ADN de la région. D'accord. Et là aussi, alors, il y a tout le tourisme. Oui, le tourisme est extrêmement important. Là aussi, il y a un plan particulier, il y a des choses qui sont... Alors, il y a un plan particulier, effectivement. Là, on revient sur le soutien un peu économique qui a été fait sur les stations balnéo. Alors, même si pour nous, ça paraît loin à Limoges, mais... Il y a Saint-Pardoux. Il y a Saint-Pardoux. Et Vassivière. Oui. La CCI de la Creuse, oui, qui me dit que la chambre de commerce et d'industrie qui me dit qu'on m'entend pas très bien, mais mon invité est très audible. Mais oui, mais c'est ça, mon vieux. C'est Philippe Daly, le directeur général de la CCI de la Creuse. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il mérite d'être connu. Oui. Hein, quelqu'un de très compétent. Voilà, un peu désagréable par moment, mais non, c'est pour rire. D'accord. Enfin, ceci dit, la problématique du tourisme va se poser là assez rapidement aussi. Il y a effectivement, ça rentrait, j'imagine, dans les aides traditionnelles, je dirais, d'urgence. Mais si la situation ne s'améliore pas assez rapidement, il faut frapper plein fouet. Oui, et puis on a fait aussi des aides alors pour allier entre les familles les plus fragiles et aussi tout ce milieu touristique. On a la vice-présidente donc chargée du tourisme a mis en place les chèques tourisme, chèques solidaires tourisme. C'était des chèques qui pouvaient aller jusqu'à 200 €. À dépenser sur des destinations. Alors ça a souvent servi sur les destinations les plus proches en tout cas. C'était donné en fonction du coefficient familial, mais qui a permis aussi à des familles de décompresser et surtout à des hôteliers, restaurateurs et tout autre acteur du tourisme à accueillir ces gens-là. Allez, il nous reste, voilà, il nous reste juste un point, hein, puisque on vient de parler effectivement des chèques tourisme.
c'est l'abonnement mensuel télétravail. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet abonnement? Alors c'est pareil, c'était pour prendre, en tout cas faciliter ou prendre en compte le fait que des personnes qui avaient pris des abonnements TER, de transport, puissent du coup, comme ils étaient en télétravail, avoir une réduction et de continuer par contre à prendre ces modes collectifs et ne pas prendre la voiture et ne pas reprendre des abonnements. On a fait un abonnement télétravail qui est pareil, hein, c'est 20% de réduction par rapport à un autre abonnement, mais c'était surtout pour ne pas retomber dans je prends ma voiture pour aller au travail et continuer à développer les transports collectifs. Très bien, très bien. Donc énormément de mesures qui sont prises par la région. Alors c'est vrai que vous êtes là au titre de la région, mais moi je vais quand même vous poser 2-3 questions par rapport à Bessines. Parce que vous faites l'alternance entre la région, vous regardez un peu de haut, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais vous regardez de loin ou quoi, et quand vous revenez, vous êtes en proximité immédiate avec les citoyens. J'imagine qu'on ne vit pas la crise de la même façon. Non, c'est pas de la même façon et en même temps on sent tout l'enjeu et toute l'utilité de son mandat, en tout cas régional, pour voir ce qui peut aider sur les territoires. Parce que quand vous prenez une mauvaise décision là-haut, comme vous dites à Bordeaux, moi quand je redescends dans ma commune, je suis, comme on dit, à hauteur de claque. Donc voilà, ça peut être dangereux et ça nous donne toute cette chance qu'on a de relation avec les gens, de savoir exactement ce qu'il faudrait, ou en tout cas pour améliorer ce qu'il faut pas, et donc de défendre en tout cas ce que l'on connaît de son territoire sur des dispositifs un peu plus globaux, mais de faire un petit peu de la dentelle avec des spécificités particulières. Bon, Sylvia qui demande, existe-t-il des aides pour télétravailler en coworking? Oh là, alors très spécifique comme ça, je ne saurais vous dire non. Je sais qu'on a fait ce qu'on appelait les chèques e-commerce, là où on a aidé plutôt, d'ailleurs en partenariat avec les CCI et les chambres de métiers et artisanat sur des quand les entreprises voulaient effectivement une transformation numérique. Ouais. Donc je sais qu'on accompagne les entreprises pour investir sur tout ce qui est numérique, pour changer, alors que ça soit façon de travailler ou de commercialiser leurs produits. Alors Sylvia, télétravailler en coworking aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les espaces de coworking, je suis pas sûr qu'ils soient ouverts. Je ne sais pas. On va se renseigner, Sylvia. Alors Sylvia, je ne sais pas si vous entendez, ça va remonter au château. Ouais, ça va remonter là-haut. C'est là-haut. Alors écoutez bien Sylvia, si ça n'existe pas, je pense que la semaine prochaine ça va exister. Si vous pouvez pas, c'est là qu'il faut s'adresser. Comprenez? C'est pour ça. Alors, on l'a compris aussi, vous avez entendu ce qu'elle nous a dit. Elle monte à Bordeaux, tac, 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 elle voit comment ça se passe. Et comme elle ne veut pas prendre de claque, comme elle dit, elle est à hauteur de claque, bien sûr, elle dit à Bessines ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir des aides de là-haut. Ça faillote. Voilà, ça faillote. Ça faillote, c'est comme ça. Bon, c'est la vie, hein, c'est pas... Non, bien sûr, évidemment. C'est toujours mieux quand on est au courant. Mais l'autre volet de ma question, c'était, en tant qu'élu de proximité, comment va la population? Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? Parce que, une fois de plus, c'est vrai que vous êtes au budget, alors en plus, c'est des milliards, hein, vous l'avez dit. C'est pas pareil de s'asseoir dans un bureau et d'avoir ces milliards à distribuer, à gérer, etc. Bien sûr, pas toute seule. Et puis d'avoir le buraliste ou le restaurateur du coin qui vient voir et qui me dit « Andrea, là, je sais plus où je vais, quoi. » Hein? Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours compliqué, parce que du coup, pour ceux que je vois, et c'est là la dure réalité, en fait, pour un maire, c'est que
On se rencontre souvent avec nos administrés lors de festivités comme les bords à folie, comme les repas d'association, et c'est là où, de façon informelle, on discute et il se passe beaucoup de choses et on arrive. Là, on ne l'a plus, ce contact. Donc on va se croiser un petit peu au détour de commerce quand on va acheter le pain, les choses. Je trouve que les gens sont assez résignés en fait. Ils sont. Alors ça me fait toujours peur parce que quand on ne dit plus rien, je n'arrive pas à sentir alors leur moment de détresse. Il y en a qui sont assez patients, qui se disent oh ben on va bien y arriver. D'autres vraiment où on sent que c'est temps que ça s'arrête, mais c'est un peu délicat. Je suis assez assez dubitatif. Ouais. Et oui, forcément. Et puis en plus ça fait appel à des sentiments qui sont là aussi assez intimes. Et c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus et qui n'osent pas vraiment... Qui sont perdus, qui sont seuls, et parfois, ne serait-ce que d'aller de leur parler, ils vont juste pleurer parce qu'ils sont contents de voir quelqu'un, parce que on les appelle, alors on prend plutôt des nouvelles plutôt de nos anciens, là, on les appelle au fur et à mesure, mais ça c'est un contact qu'on essaye de garder, mais c'est difficile. C'est pas facile. Alors... Il y a mon ami Philippe Daly, je redis ton nom pour qu'elle s'en rappelle, hein. Mais je pense qu'elle doit te connaître, je le dis. Comme ça, tu vas assumer ta question. Alors, je vais poser la question, Andrea Brouille, je vais la poser. On est bien d'accord que la question n'est pas une question politique. Hein. Quels sont les grands enjeux de la région Nouvelle-Aquitaine avant la présidentielle de 2022? Alors, vous voyez bien comment elle est posée la question. C'est un brigand, mais bien sûr. Alors, ils m'en font. Ah, c'est sûr qu'on ne parle pas d'écho de la même façon. Voilà. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, il va y avoir des élections, il va y avoir des choses comme ça. Comment on se projette foncièrement, puisque on est un peu dans le même schéma que l'autonomie, que l'économie, oui. C'est-à-dire que on doit se positionner sur ce qu'il y a à faire tout de suite. Et oui. On doit bien évidemment se positionner sur de grands projets pour revenir, hein, pour être élu, etc. Comment on gère ça aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain? Donc en fait, la question, j'imagine, de Philippe, c'est, quoi qu'il en soit, quelles sont les grandes orientations de la région Nouvelle-Aquitaine pour la suite? Alors je dirais que... les enjeux, et que le président, et vous le connaissez, a une appétence vraiment sur l'économie. Lui, son enjeu, c'est la réindustrialisation vraiment sur les territoires. Parce que du coup, dès qu'on met une usine à la campagne ou ailleurs, on met des commerces, on met des services, on met des familles et des gens qui peuvent vivre sur leur territoire. Et ça, c'est un enjeu qui soit avant ou après crise. Hein. Ça a toujours été, ça reste son dada. Aussi l'agriculture, comment accompagner les agriculteurs à sortir, de tout l'enjeu avec les transitions écologiques. Comment on accompagne ce changement qu'il faut qu'on fasse pour les générations futures. Et à travers, je ne sais pas si vous avez l'envie en tout cas de découvrir la feuille Néoterra qu'on a appelée en tout cas de voir un petit peu dans 30 ans comment on se projette, le mieux manger, le mieux vivre, le mieux vieillir, et puis aussi ce qui est aussi un cheval de bataille du président, c'est aussi la santé, et couvrir tous ces déserts médicaux que l'on peut avoir, et ça, que l'on soit à 1 an des présidentielles ou à 6 ans, ou peu importe, je crois que c'est vraiment les missions des collectivités, aménager nos territoires pour que nous puissions y vivre comme nous l'entendons en fait. Vivre et travailler. Oui. Prendre un peu de bon temps aussi. Ah oui. Bon, ça ne peut pas faire partie du achat, mais bon, quand même. Philippe Daly, j'espère que ça te va, poser la question. Voilà, moi je vais juste en poser une autre comme ça, qui est bien moins intelligente que la tienne. Hein. Sylvia Pénaud dit il faut Sylvia, je la vois venir celle-là. Sylvia Pénaud dit il faut reconsidérer les spécificités des territoires. Mais je crois, alors pour tout dire, Sylvia, un jour j'ai eu la chance, je racontais à Madame Brouille. Je racontais que le président était venu à Limoges et j'avais voulu faire le malin. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, je ne pas m'empêcher. Donc je me suis dit, moi, je suis le premier à lui poser une question. J'étais à 2 doigts de prendre le maquis parce que le Limousin n'existait plus. Donc je faisais le malin, j'ai de l'amphi, tout.
Et puis je lui ai posé une question, je lui avais dit, je me rappelle, hein, pour vous dire, ça me trottine, je lui avais dit, était-il nécessaire d'affaiblir autant le Limousin pour construire la Nouvelle-Aquitaine? J'aime autant vous dire que j'ai eu le reste. Il n'a pas parlé longtemps, il fait pas comme moi. Il ne parle que... Alors bien sûr, c'était bondé, hein. J'étais d'un ridicule total. Ça fait rien, j'avais posé ma question, j'ai baissé la tête, je suis reparti. Non, mais ça ne fait pas partie de son esprit. L'idée n'est pas je pense, et puis je vais, bien sûr, vous allez répondre, mais depuis, bien évidemment, je l'ai écouté, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il a une vision très unitaire du territoire. Hein. Des territoires avec certains ont leurs forces, d'autres ont leurs faiblesses. L'histoire, c'est de positionner tout ça en complémentarité et avec effectivement un souci permanent d'amener de l'emploi et de l'activité sur les territoires, c'est ça. En fait, c'est ça. On a une ligne directrice. C'est l'emploi, c'est la formation, c'est tout ce qu'on peut, toutes les compétences avec les transports, toutes nos compétences, et de comment les territoires s'en emparent. Et on est prêt à accompagner toute initiative de tout territoire du moment que voilà, on est là pour développer l'emploi, qui est une évidence. Après, les spécificités du territoire, pour aller un peu plus loin peut-être dans la question de Sylvia, c'est que tout ne dépend pas de la région, enfin de la région centralisée. C'est pas parce qu'il y a une région Nouvelle-Aquitaine que ça empêche les acteurs du territoire de s'emparer de leurs propres spécificités et de les valoriser. Oui, tout à fait. Et puis et en même temps, je rappelle, parce que c'est vrai que là, on a tendance les décisions sont à Bordeaux parce que l'Assemblée plénière et parce que les élus sont. C'est un lieu. Ah non, même pas, parce que Mériadec, elle est loin, la mer, je peux vous le dire. Mais nous avons toujours des agents qui travaillent sur les sites de Poitiers et de Limoges. Donc, je dirais, le nombre n'a pas diminué, bien au contraire. Donc, c'est tout aussi, les spécificités sont là, avec les services aussi, qui étaient là hier en Limousin, hier aussi à Poitiers, et qui font cette Nouvelle-Aquitaine. Mais on a une ligne directrice. C'est vrai que... Très bien, Philippe Daly qui dit merci pour la réponse. Ben oui, parce qu'il est comme ça. Eh ben oui, j'ai noté le nom, Philippe Daly. Ah ben alors, je vous donnerai même comment ça s'écrit. Je vous dirai comment ça s'écrit, bien sûr. Vite, on parlait effectivement des enjeux pour une prochaine mandature. Andrea Brouille, pendant les 10 prochaines années au Conseil régional, c'est envisageable ou... Je ne vous demande pas si vous allez candidater ou quoi. Est-ce que ça vous fait envie? Oui. Est-ce que cette double casquette Bessines, Bordeaux, est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous en avez la force? Est-ce que vous avez encore des choses à faire, le sentiment d'avoir des choses à faire? Oui, j'ai encore cette envie et cette envie de m'engager. Et je pense que ce double maire, en même temps très proche, très terrain, et puis région, un peu plus dans du stratégique, on va dire, avec des grands items, ça me paraît cohérent en tout cas dans mes combats et j'ai bien compris aussi qu'avec le niveau régional, c'est là où on pouvait aussi peut-être plus faire changer les choses, apporter des dispositifs différents que de ma commune, même si on fait des choses, mais il y a plein de choses à faire, mais c'est pas les mêmes. Et je dirais que le travail que l'on fait, que ce soit au département ou à la région, c'est toujours au service de ça et donc du coup ça a un lien tout ça. Bon, ben on arrive au bout, voilà, ça va faire 1 heure. Oui. Et puis donc il y a la dernière petite question traditionnelle, donc ça va être un peu compliqué parce que je me demande quand elle rentre chez elle, quoi, après elle est toujours sur la route. Bon, elle n'a pas de compte à rendre, on est bien d'accord, mais donc la question c'est toujours la même, c'est-à-dire que à Bordeaux, là-bas, les chiffres, des marchés, des décisions, des réunions, des trucs, des bidules. À Bessines, on arrive, et là, c'est reparti pour un tour, à la mairie, et machin qui vient, c'était pas prévu, et le soir, et les pompiers, tout. C'est une vie de fou, on est bien d'accord. Encore une question, je reposerai la mienne après. C'est Philippe Daly. Il insiste, donc c'est que j'ai pas été assez... difficile. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne question, et que j'aurais dû la poser. Merci Philippe.
Comment s'articulent, se coordonnent et se complètent les actions de la région avec celles de l'État? C'est vrai que c'est intéressant parce que on l'a vu en proximité ici avec Limoges Métropole, avec la mairie, avec le conseil départemental. La gestion de la crise, alors pour la crise en tout cas, ça passe nécessairement par une véritable collaboration entre les services, quels qu'ils soient, les collectivités et l'État. Tout à fait. On est toujours alors soit en complémentarité de l'action de l'État, soit avec des contrats en fait. C'est souvent entre l'État et les régions. Alors soit des compétences qu'ils nous donnent et là on gère une façon d'une collectivité assez autonome. Mais par exemple, comme je vous le disais sur les plans d'urgence, le Fonds national solidarité, on a été main dans la main parce que l'État seul ne pouvait pas non plus. Et donc du coup, les régions, de par leurs compétences économiques, on a souhaité aller aussi aux côtés de l'État. Et puis, on a ce qu'on appelle le CPER, les contrats plans État-région, où on met effectivement tous les gros investissements qui sont faits, un engagement commun entre l'État et la région, que ce soit sur des infrastructures ferroviaires, que ce soit sur des investissements culturels, sur des investissements sur des écoles supérieures, des universités, des choses comme ça. Et puis, c'est toujours des protocoles, mais un travail, alors parfois rude, oui. Parfois, ça, comment dirais-je, comme on dit chez moi, ça coince ou ça frite. Oui. Mais on essaye de toute façon d'en sortir le meilleur pour notre territoire. D'accord. Par rapport à la gestion de crise, pas non, je crois qu'on a difficultés particulières, tout le monde va dans le même sens. Non, on va dans le même sens. On a été toujours, mais je crois que chaque collectivité a toujours été donneur de solutions, en tout cas pour l'État, et à côté de l'État, s'il y avait besoin. Très bien. Voilà, ça répond à ta question, Philippe. C'est la dernière, c'est la fin. Donc, je finis la mienne. Ah, alors. Je finis la mienne. Donc, toute la journée, vous prenez des décisions. Vous êtes une femme de pouvoir, il faut le savoir, tout le monde le sait. Femme de pouvoir, un coup au château, un coup à Bessines, ben, c'est le truc de fou. Et quand même, de temps en temps, on ne sait pas quand, vous allez me dire, vous rentrez chez vous. Oui. Vous rentrez chez vous, alors on a cru comprendre qu'il y avait des enfants, ok, vous rentrez chez vous. Plus de décisions. C'est pas vrai, les femmes, quand elles rentrent chez elles, elles ont toujours des décisions à prendre. Surtout s'il y a des enfants, et encore pire s'il y a un mari. Enfin bon, c'est encore autre chose. Comment la citoyenne Andrea Brouille vit cette période de Covid? Voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, il n'y a plus de décisions à prendre, il n'y a plus... Vous rentrez chez vous, éventuellement vous avez des courses à faire, vous avez des machins. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque dans cette période de crise? Est-ce que, je ne sais pas, vous alliez au cinéma, vous alliez au théâtre? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez si on vous parle vaccination? Voilà, juste la citoyenne Andrea Brouille, comment vous en parlez avec vos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, avec votre famille, vos amis? En fait, c'est ça. Ce qui me manque peut-être le plus, c'est ce lien que j'ai besoin, qui me ressource à travers mes mandats, mais ce lien avec mes amis, avec ma famille, où on parle de tout et de rien, mes enfants, de savoir s'ils sont bien, cette inquiétude qu'on parlait, parce que j'ai 2 étudiants et une lycéenne, toutes ces inquiétudes qu'ils peuvent avoir, parfois ils sont loin, parfois ils sont plus proches quand ils rentrent. Donc c'est ça, c'est ce lien qui fait et qui m'anime en fait, savoir s'ils sont bien, savoir s'ils sont pas bien, et en même temps à travers tous ces témoignages, qu'est-ce que je pourrais à ma place, ou les collectivités pourraient apporter. Voilà, je pense à eux, et puis après je pense est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pas traité ce dossier un peu trop vite? Est-ce que j'ai ouvert un peu de trucs? Est-ce que j'aurais pu être voilà, c'est toujours Vous l'avez compris. On lui demande ce qu'elle pense elle, et elle nous dit oui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres. C'est ça. Mais ça, il en faut des gens comme ça. Il en faut, ben oui, il faut des gens qui pensent aux autres, et c'est tout à votre honneur. Écoutez, merci beaucoup d'être venu jusque dans mon salon pour vous montrer un peu, bien sûr, c'était pas l'idée de se montrer, mais je lui disais au début, je connais le nom très bien, et finalement,
Et quand même vice-président du conseil régional, c'est pareil, hein, c'est un peu le Zidane. Oh. Hein, et puis, sans ballon, hein. Et à côté de ça, on n'en entend pas parler. Donc vous savez, c'est quelqu'un qui est investi et qui fait d'abord son boulot avant de chercher la lumière. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était très sympa. Je m'excuse parce qu'il y a eu un problème technique et bien sûr, je ne sais pas le régler. Mais bon, je réglerai ça une autre fois. Et on aura l'occasion de se revoir. De toute façon, une fois qu'elle m'a dit oui, je ressolliciterai, bien sûr. On fera ça sur autre chose, sur la sortie de crise, qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, dites bonjour de notre part là-haut. Oui. Hein, vous dites bonjour de ma part à M. Rousset. Il vient quand il veut, je l'ai invité, hein. Quand il descend, il peut venir ici, vous lui dites qu'on est à peu près bien reçu, le micro marchera, j'en achèterai des neufs pour le président quand même. Merci à tous et à toutes qui avaient suivi l'émission, on pourra la suivre de nouveau en replay. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je crois, oui, de mémoire, que la semaine prochaine, on va parler de l'économie du social avec l'association l'ARSL. L'ARSL qui a une grosse activité en direction des publics en difficulté. Donc, encore une fois, et une femme encore à la tête. Moi, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. à vous. Au revoir. Au revoir.